Écoutez, bienvenue à tous à cet atelier autour de l'identité nationale de santé, autour de l'INS. Je suis Elsa Créache, responsable de mission au sein de l'Agence du numérique en santé. Je suis accompagnée de deux de mes collègues, Christelle Boulin et Mathilde Roboledo, qui sont assises juste à côté. Cet atelier a aussi été préparé par l'une de nos coéquipières, Margot Buguet, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui a coordonné les interventions de nos participants. Lors de cet atelier, ça va être un atelier en plusieurs parties. En introduction, je vais vous présenter un petit état d'avancement du projet INS, un état du déploiement de l'identité nationale de santé. Je vous ferai aussi un retour sur l'enquête que nous avons réalisée auprès des établissements de santé et des structures médico-sociales sur leur avancement vis-à-vis de l'INS. Ensuite, nous avons la chance d'avoir un retour d'expérience, le retour d'expérience du CH d'Antibes. Donc, Madame Vallet, Madame Foubert, merci beaucoup pour votre intervention à venir. Je passerai ensuite la parole aux équipes de DocaPost et à Manuela Oliver pour nous présenter un cas d'usage d'identification électronique à distance grâce à l'identité nationale de santé. Alors, l'état du déploiement sur le projet INS. Donc, où en sommes-nous déjà aujourd'hui sur le plan des éditeurs, sur l'aspect technique? Alors, aujourd'hui, nous avons plus de 200 solutions qui sont autorisées auprès du CNDA pour appeler le téléservice INSI. Donc, plus de 200 solutions pour 133 éditeurs qui sont capables d'appeler le téléservice INSI. Et sur ces solutions, 43 d'entre elles sont en outre référencées Ségur. Ça veut dire que ces solutions sont non seulement capables d'appeler le téléservice INSI, mais également de gérer l'identité conformément aux règles et bonnes pratiques d'identité-vigilance. À ce jour, on n'est pas très loin des 7 millions d'appels au téléservice INSI, 6,8 millions sur le mois d'avril, on avait dépassé les 7 millions sur le mois précédent. Et on a plus de 30 000 utilisateurs uniques, donc 30 000 personnes ou structures qui ont appelé au moins une fois le téléservice sur le mois d'avril. Pour avoir un peu plus d'informations sur le déploiement de l'INS, on a également réalisé une enquête auprès de structures sanitaires et médico-sociales. Notre cœur de cible, c'était les structures qui avaient réalisé des appels au téléservice INSI, un nombre suffisant d'appels au téléservice INSI sur le mois de février. On les a interrogés grâce au relais notamment des agences régionales de santé et des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé qui ont relayé cette enquête auprès des structures en région. Et on a obtenu plus de 500 résultats à cette enquête. Alors cette enquête, la première conclusion, c'est qu'on a déjà des très bons taux de qualification. Donc les établissements, près de la moitié d'entre eux en tout cas, sont capables de qualifier plus de 70% des identités des usagers qui se présentent en hospitalisation ou en consultation. Donc ce qui est quand même un bon chiffre, et c'est un chiffre qui permet de voir sereinement venir les premières fenêtres du programme, notamment SUNES. Pour 75% des répondants, eux, ils sont en capacité de qualifier une identité sur deux, ce qui est plutôt aussi un taux très correct de qualification. La qualification se fait essentiellement en front office, c'est-à-dire que ce sont les agents en charge de l'accueil de l'usager qui qualifient les identités au moment où le patient se présente. En effet, on a vu que près de la moitié des répondants réussissaient à faire qualifier 90% de leurs identités en front office. Ça veut dire que seuls 10% des identités nécessitent un travail un peu plus élaboré, on va dire, de rapprochement des identités en back-office pour réussir à qualifier l'identité. Autre enseignement de cette enquête, la diffusion de l'INS au sein du SIH. Là, le constat est un peu plus mitigé, mais c'est normal, c'est une autre étape à franchir sur la mise en œuvre de l'INS. On a la moitié des établissements, la moitié des répondants qui nous ont indiqué être en capacité de diffuser l'INS dans le SIH, essentiellement vers le DPI, ce qui est là aussi plutôt logique. Mais par contre, la moitié des répondants ne sont pas encore en capacité de le faire et sont en attente de l'installation d'une version de leur DPI en capacité de recevoir l'INS. Quand on regarde ensuite la diffusion à l'extérieur du SIH, là aussi les chiffres sont un peu moins bons, mais c'est là aussi assez compréhensible. On a à peu près 21% de nos répondants qui nous disent être en capacité d'envoyer un message via MS Santé contenant l'INS qualifié. Donc ça, c'est une autre marche à franchir, cette diffusion de l'INS vers d'autres professionnels. Lors de cette enquête, on a aussi demandé aux structures quelles étaient les difficultés, quels étaient les grands chantiers en fait, qu'il y avait à mener pour pour mettre en œuvre l'INS. Et donc, on a 4 grands chantiers qui correspondent à 4 grandes étapes à franchir quand on est structure de santé pour mettre en place l'INS. La première, et c'est logique, il faut se doter de solutions qui sont dites INS compatibles, que ce soit au niveau du référentiel des identités, donc souvent la gestion administrative du patient pour les établissements de santé,
mais également à minima du DPI, du dossier patient, en capacité de recevoir des INS qualifiés et de les rediffuser. Donc première étape, mobiliser son éditeur, mobiliser sa DSI pour installer ces logiciels INS compatibles. Deuxième enseignement, et là qui est aussi sur la partie plutôt technique, c'est la partie interopérabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est doté d'une solution INS compatible, il faut bien sûr raccorder tout l'OSIH, faire évoluer tous les connecteurs de cette solution INS compatible vers les autres solutions qui gèrent de la donnée de santé. Donc ça, c'est un chantier qu'il ne faut pas négliger, surtout au niveau, j'imagine, des DSI des structures. Au niveau de l'organisation interne, l'aspect plutôt organisationnel, donc là aussi c'est un chantier en plus qui peut être anticipé, c'est-à-dire que là on n'a pas besoin de son éditeur pour commencer à avancer. Là l'idée c'est de se poser la question de qui va qualifier les INS, qui va appeler le téléservice, à quel moment, est-ce que je le fais au front office, est-ce que je le fais en back office. Donc c'est toutes ces questions-là que les structures doivent se poser, doivent réfléchir à l'organisation qu'elles souhaitent mettre en place pour qualifier les INS. Et bien entendu, les personnes en charge de la qualification des INS doivent être formées puisqu'il y a quand même des changements de règles, des changements de pratiques liés à la mise en œuvre de l'INS. Et enfin, un prérequis technique qui est assez commun à d'autres projets, INS mais aussi autres. Il faut commander les cartes et les cartes PPX et les certificats logiciels nécessaires à l'appel au téléservice INSI. Donc là aussi, c'est une étape qu'il convient d'anticiper au maximum. Bon, sans plus attendre, je passe la parole au CH d'Antibes, Madame Vallet, Madame Foubert. Donc Madame Vallet, vous êtes responsable du département de l'information médicale et responsable de l'identito-vigilance au CH d'Antibes. Madame Foubert, vous êtes élève directrice au CH d'Antibes. Vous avez mis en œuvre l'INS depuis quelques semaines à peine, je crois. Et déjà, vous seriez dans le top de notre enquête puisque vous qualifiez près de 85% de vos identités d'après nos dernières informations. Donc on aimerait savoir comment vous avez réussi cela, quel chantier vous avez mené, quelles difficultés vous avez rencontrées, quels conseils vous voulez donner aux autres établissements qui voudraient vous imiter. Alors, je vous passe la parole, il y a un micro chacune si vous le souhaitez. Merci. Ça marche tout de suite ? Oui, bonjour. Je vous remercie. Ça marche tout de suite. Je sais. Ah oui, c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui. Ouais. Donc première diapo à titre d'introduction, donc pour rapidement vous présenter un petit peu dans quelle sorte de structure d'établissement on se trouve. Donc du coup, au centre hospitalier d'Antibes, on est établissement partie du GHT 06 Alpes-Maritimes. On est aussi en direction commune du coup avec avec 3 autres établissements au sein du groupe hospitalier Sophia Antipolis Vallée du Var. Niveau activité, donc on n'est pas uniquement sur un établissement MCO, on fait aussi du SSR, de l'APSI, des EHPAD. Et au niveau, j'ai l'impression que je déconne. Non, très proche. Oui, très proche. Et oui, au niveau capacité d'accueil, on est sur un établissement d'environ 700 lits et places. Donc au niveau de la gestion des identités, par mois en 2021... L'autre diapo. Tu peux passer la diapo, s'il te plaît ? Non, je suis là. T'as pas fini ? Non, j'ai pas fini, pardon. Excusez-moi. Au niveau gestion des identités, donc par mois, pour donner un petit peu des chiffres vous permettant de représenter, donc on crée environ 1700 identités par mois en 2021, ce qui représente 21 500 identités créées à l'année environ, 13 000 mouvements par mois, et on part en fait d'une plutôt bonne base, d'une bonne qualité d'identité de départ, étant donné qu'en 2021, on était déjà sur 74% de nos identités qui pouvaient être passées au statut validé. Voilà, donc moi je vais vous présenter notre culture d'identito-vigilance qui date de l'Oncodot, qui a été mise en place déjà depuis 2007 avec une cellule d'identito-vigilance active. En 2008, on a eu une référente d'identito-vigilance avec des identités des doublons d'identité avant la mise en place de la référente qui était à 2,7% et qui est tombée à 0% après. Bien sûr, dès qu'on a quelqu'un qui peut faire les choses, ça progresse mieux. Ensuite, en 2010, on a mis les bracelets d'identification. Ensuite, on a eu l'audit avec le GRIV, avec Manuela Oliver, pour mettre en place le serveur d'identito-vigilance régional. Ensuite, on a eu aussi le nom de naissance qui a aussi été implémenté. En 2010, on savait très bien qu'il fallait mettre à partir du 1er janvier 2021 l'INS. Mais évidemment, il y a eu le Covid, donc le télétravail a été reporté. Et en février 2021, on a refait un audit avec Oliver Maniela
pour la mise en place de l'INS. Donc on a pu du coup la mettre en place, c'est tout récent puisque c'est en avril 2022, parce que ça, on a embarqué aussi un logiciel qui nous permettait de le mettre en place. Voilà. On peut passer. Oui. Donc du coup, pour vous détailler un petit peu les étapes du déploiement, on s'est concentré donc de mars, qui est le début de la phase test sur la nouvelle version logicielle, avec une projection à juin, étant donné qu'on est rentré aussi dans le Ségur, donc dans SunES, et on est fenêtre 1, donc on aura calcul de nos indicateurs au niveau du mois de juin. Donc en mars, moi, ça correspond au mois où j'ai rejoint le projet INS. Donc on avait déjà eu ces travaux préparatoires sur 2020-2021 et c'est le moment où la CIF s'est adressée à la direction, donc en pleine phase test, pour présenter déjà un premier scénario de déploiement. Donc le premier scénario de déploiement, contrairement à une majorité d'établissements, on ne s'est pas concentré sur du front office. On a voulu jouer sur nos compétences en interne et aller plutôt sur du back-office avec du coup un socle d'identité où on avait déjà des documents d'identité qui nous permettaient d'avoir pas mal d'identités validées. Sauf qu'à ce moment-là, on se rend compte notamment du fait de l'audit du GRIV et également en comparant avec de retours d'expérience d'autres établissements qu'on a peut-être une tension au niveau des effectifs. Au total, sur notre scénario, en impliquant les référentes et ensuite les gestionnaires hospitalisation en back-office, on se retrouve avec une dizaine de personnes pour qualifier l'ensemble de nos identités. Donc du coup, à ce moment-là, on passe ce premier scénario en comité de direction et on valide en fait un renfort en ETP pour nous permettre de continuer sur cette stratégie. Donc en avril, on a pu commencer à déployer en production en s'appuyant sur les référentes uniquement, en se disant que nos référentes, elles étaient formées, qu'elles allaient faire l'appel à l'INS, qu'il fallait qu'elles s'approprient les modules et que du coup après on puisse, elles, former d'autres personnes. Donc on s'est dit qu'on commençait en back-office et on se basait que sur elles, tout le mois d'avril, qu'elles allaient former tout ce qui était gestionnaire hospi, puisqu'on était dans le Ségur et que donc dans le SunES, et donc c'était l'hospi en priorité. Mais après on s'est aperçu qu'aussi il y avait tout ce qui était l'imagerie, parce que l'imagerie aussi était embarquée. Et que du coup là l'imagerie c'était du front office parce qu'il y avait de l'externe et que si on le faisait pas tout de suite, les documents n'étaient pas envoyés. Donc on a formé ces personnes. Donc en avril, on a eu un petit peu des soucis parce qu'on avait pris du renfort et malgré tout, il y a eu des absences concomitantes de ces deux référentes. Donc on a dû, nous, s'occuper nous-mêmes de faire des documents, revoir les procédures, la communication, les formations. Elles ont quand même pu faire les formations les 15 derniers jours d'avril sur la phase 1, c'est-à-dire les référentes hospi et l'imagerie. Donc on a mis en place au 2 mai cet appel à l'INS. C'est quelque chose qui se passe pas trop mal. Et là, elles doivent former tout ce qui est gestionnaire front office du bureau des entrées. Parce qu'on s'est dit que si on formait pas tout le monde, finalement, il y allait avoir un décalage dans le service. Donc, bon, ça va impliquer quand même plus de temps, mais c'est quelque chose qui est important. Et donc, oui, c'est ça. Du coup, pour juin, en fait, on complète vraiment, plutôt que de partir uniquement sur nos cibles SunES, on va profiter du train en marche sur les formations pour se dire on embarque tout le monde. On glisse aussi tout le monde en front office. Et par contre, on va mettre l'accent sur un accompagnement de terrain, notamment par les référentes identitaux qui vont passer directement au guichet pour vérifier la bonne appropriation des supports de formation et faire remonter leurs premières interrogations, premiers enjeux techniques. Et en même temps, on garde quand même en tête qu'on a les cibles SunES. Donc, au besoin, on réorientera nos capacités, nos effectifs sur l'hospitalisation en priorité. Donc, on peut passer la prochaine diapo. Voilà, donc nos résultats, c'est des résultats qui sont vraiment très très récents, puisque au mois d'avril, donc on avait un chiffre d'appel un peu limité, parce qu'on n'avait que les référentes, et avec 15 jours d'absence. Après, on voit que sur une semaine, on a déjà un bon taux d'appels, mais ça nous a quand même permis de voir que sur tous les appels, on a entre 86 et 87% d'identités qu'on a pu qualifier. Donc on se dit que du coup on pourra probablement arriver à valider nos indicateurs SunES si on continue dans cette dynamique.
Donc du coup, pour vous faire le point un petit peu à ce stade, au bout de quelques semaines de déploiement sur les bonnes pratiques, les points de vigilance qu'on a pu identifier. Donc au niveau bonnes pratiques, nous on a vraiment veillé à maintenir un dialogue constant entre tous les acteurs, tant le terrain, après au niveau CIV, DIM, mais aussi la direction, ce qui permettait d'être très réactif. En fait, on s'est vu 1 à 2 fois par semaine pour être très réactif sur toutes les demandes. On était en lien constant aussi avec Manuela au niveau du grade. On a été en lien constant avec notre éditeur pour déboucher les circuits le plus rapidement possible en se disant on a jusqu'à juin pour valider nos cibles. Ensuite, on vous l'a dit, privilégier le contact terrain. On s'est rendu compte lors des premières formations que même si en se voyant souvent, on avait des remontées sur des problèmes techniques ou même des situations très concrètes au guichet, parfois il fallait passer vraiment au guichet pour regarder comment les agents se débrouillaient avec l'INS et avoir des remontées un peu plus concrètes pour les aider à qualifier. Et ensuite, dernière bonne pratique, qui n'est pas des moindres, on a la chance quand même sur l'INS et sur le Ségur d'être dans un environnement très partagé, interrégional. Et nous, on s'est beaucoup fondé à la fois sur des supports de formation, des supports de communication, les retours d'expérience des autres établissements. Donc pour nous, on a vraiment trouvé que c'était de la ressource très précieuse pour cadrer notre projet et aussi pour aller un peu plus vite sur certaines phases. Donc après, il faut rester bien vigilant parce que par exemple au niveau des effectifs, on avait essayé d'évaluer, de mettre en production des effectifs importants, enfin plus importants, et puis on s'est quand même retrouvé en difficulté. Donc il ne faut pas négliger cette phase-là. Et après aussi, il faut bien vérifier votre terrain, il faut savoir la compétence, voir d'où vous partez. Tout ne peut pas être applicable à tout le monde, donc bien vérifier que dans votre établissement, la culture est liée sur l'identito-vigilance, que vous la maîtrisez, et faire en sorte qu'après aussi, quand vous mettez en place quelque chose, que ça n'interfère pas avec d'autres projets qui impactent les personnes qui vont être dévolues à aller avec vous dans le projet. Donc voilà, et vérifier que tout marche bien et que vous avez le matériel nécessaire aussi pour le faire. Et du coup, dernier point, on a essayé de cerner à ce stade un petit peu la valeur ajoutée du projet INS. Donc on voit que déjà sur un projet d'une telle ampleur, en fait, qui embarque un si grand nombre d'acteurs, on a aussi l'opportunité de faire avancer peut-être d'autres projets qu'on avait un peu plus de mal à faire avancer sans l'INS. C'est par exemple le cas pour la dématérialisation de nombreux documents, où on se dit c'est l'occasion en fait d'embarquer tous les acteurs autour de ces sujets. Et toujours en matière de qualité des identités, même si on sait qu'on part d'une base plutôt saine d'identité, le fait d'être vraiment encadré avec les documents à haut niveau de confiance, d'associer une communication forte sur ces sujets, ça nous permet aussi de renforcer la qualité de notre base et de se tenir prêt en fait pour de futurs projets de communication et de convergence au niveau GHT, régional, national. Et puis du coup améliorer aussi l'envoi dans le DMP, dans mon espace santé, puisqu'en plus c'est ouvert obligatoirement depuis le 1er janvier normalement 2022, avec peut-être des fois des retards dans certaines régions. J'ai cru entendre ça, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. C'est pas vrai. Non, voilà. Donc oui, c'est quelque chose de très important, même si quand même c'est lourd. Il faut savoir que pour envoyer les données dans le DMP, c'est pas simplement avoir qualifié l'INS, avoir l'identité qualifiée avec l'INS. Il faut aussi restructurer tout un document, et ça c'est énormément de travail. Voilà. Donc merci beaucoup. On vous remercie. Et si vous avez des questions. Merci pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Avez-vous des questions dans l'assistance, dans l'Assemblée? Oui. Oui, bonjour, merci tout d'abord. Sébastien Delot, Grade Pulsi. Est-ce que vous avez estimé le temps complémentaire pour les gens des admissions qui ont déjà beaucoup de choses à réaliser pour faire cette qualification? Et l'autre question, c'est est-ce que vous n'avez pas rencontré des réticences du personnel au bureau des admissions qui ont justement cette charge en complément? Alors, le temps supplémentaire au niveau pour l'instant, on est en back-office. Donc, on n'a pas rajouté du temps sur le back-office, sur les gestionnaires d'HOSPI. On a juste rajouté du temps sur la cellule parce qu'on leur a demandé d'être simple. Soit ils y arrivent à appeler l'INS à qualifier, mais au moins de problème, on ne leur demande pas d'aller chercher. On leur dit, vous laissez tomber. Et nous, en back-office, on le fera avec les référentes. D'accord ? Et oui, on aura sans doute plus de recul justement au mois de juin quand on passera tout en front office. Après, sur certaines réticences, oui.
parce que du coup il y avait la question des réticences de certains agents. En fait, c'est plus des problématiques directement de terrain qui nous ont été remontées, type des mécontentements aussi d'usagers qu'on trouve assez mal informés sur l'INS. Donc il y a aussi ce gros effort de communication à faire auprès de tous les acteurs. Et effectivement, c'était plus de ce type-là pour le moment. Après, au niveau technique, par le biais des formations, je pense que l'enjeu est bien compris de la part des acteurs. Et du coup, tout le monde est assez volontaire pour partir pour le moment sur les qualifications. On a quand même une petite expérience en front office sur l'imagerie. Et aucun souci. Merci. Y a-t-il une autre question ? Non, je regarde. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo d'une part pour la mise en œuvre de l'INS dans votre établissement et merci pour ce témoignage. Alors, lors de cet atelier, on a voulu aussi ouvrir vers un autre cas d'usage, le cas d'usage en fait de l'identification des usagers à distance, puisqu'on sait que dans les établissements de santé en particulier, les démarches en ligne deviennent de plus en plus fréquentes, prise de rendez-vous en ligne, préadmission en ligne. Donc on trouvait intéressant aussi de creuser ce cas d'usage. Et pour ce faire, je vais appeler nos prochains intervenants. Donc Manuela Oliver qui fait partie, voilà, qu'on ne présente plus, qui a son fan club. Manuela Oliver, donc groupement régional d'appui au développement de la e-santé de la région PACA et coordinatrice du GRIV, du groupement régional d'identité-vigilance, toujours dans la région PACA. Manuela sera accompagnée des équipes de DocaPost. Donc, Madame Gomez, vous êtes directrice du market santé à DocaPost, et Monsieur Elie, vous êtes directeur vérification d'identité, biométrie et IA, si j'ai bien résumé. Alors, je vous laisse la parole pour vous présenter ce cas d'usage d'identification électronique des usagers à distance. Donc, bonjour à tous et merci pour l'ovation. Voilà. L'idée, je fais juste un bref rappel en 1 minute, mais vous savez tous, bien évidemment, que depuis le 1er janvier 2021, il faut utiliser l'identité nationale de santé, qu'on ne peut l'utiliser que si elle est qualifiée, donc appeler le téléservice INSI, mais aussi vérifier l'identité de l'usager avec un document de haut niveau de confiance. Quand l'usager est présent, c'est pas très compliqué. On lui demande sa pièce d'identité, à l'hôpital il est sensibilisé, il présente sa pièce, ça pose pas de problème. Sauf qu'il y a un certain nombre de cas d'usage et qui sont appelés, comme l'a dit Elsa, à se développer, où l'usager n'est pas présent et peut-être ne sera jamais présent. Et ça, c'est la préoccupation des grades qui mettent en œuvre les outils régionaux et en particulier les outils de e-parcours où, par exemple, des usagers pris en charge dans le cadre des dispositifs d'appui à la coordination on voit seulement 20% des usagers. Donc on a 80% des identités à qualifier à distance. Cette préoccupation des grades, évidemment, elle rejoint la préoccupation des établissements avec le développement de la e-santé, les outils de e-admission, de prise de rendez-vous en ligne et peut-être aussi le sujet des bornes d'admission qui pourraient être adressées par une solution électronique. La solution qu'on a choisi d'explorer, c'est l'identification électronique de niveau substantiel au sens du règlement européen eIDAS. Et je vais de suite laisser la parole aux experts de l'identification électronique de niveau substantiel. Merci Manuela. Donc effectivement, le règlement eIDAS, c'est un règlement européen qui définit les niveaux de vérification d'identité, en particulier dans les parcours digitaux, dans des processus à distance. Donc on va vous présenter la plateforme qu'on a développée au sein de DocaPost et qui est implémentée dans le cadre de l'expérimentation avec le grade PACA qui s'appelle ID 360, qui est en capacité d'adresser 2 niveaux qui sont définis dans ce règlement eIDAS. Le niveau dit faible, alors que c'est un terme qui est un peu péjoratif, mais qui en fait ne correspond pas à la vraie réalité, parce que qui dit niveau faible dans une transaction électronique dit quand même un certain niveau de sécurité pour vérifier l'identité du patient, et le niveau substantiel qui est en fait le niveau qui, dans un parcours digital, doit être équivalent à une vérification en face à face faite par un opérateur assermenté. Donc on est en capacité d'adresser ces 2 niveaux au sens du règlement. Vous avez un 3e niveau qui est défini dans le règlement, qui est le niveau élevé, qui s'adresse plutôt aux acteurs régaliens
et qui nécessitent des dispositifs spécifiques comme des lampes à UV, des lecteurs infrarouges, donc qui s'adressent plutôt à des acteurs comme la gendarmerie, les douanes, etc., et qui ne sont pas forcément appropriés dans des parcours digitaux. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment focalisé sur les 2 premiers niveaux, et en particulier sur le niveau substantiel qui nous intéresse dans le cadre de la qualification de l'INS. Alors, la plateforme ID 360, donc, qui est la solution qu'on a choisi d'expérimenter dans le cadre de la qualification de l'INS en partenariat avec le grade PACA, c'est une plateforme qui intègre différents moyens de vérifier l'identité sur les niveaux faibles ou les niveaux substantiels. Donc là, on se focalise sur le niveau substantiel et on intègre pour le niveau substantiel toutes les modalités possibles qui existent aujourd'hui sur le marché qui permettent de garantir ce niveau substantiel. Donc on va y trouver à la fois ce qu'on appelle des moyens d'identification électronique. On a aujourd'hui au sein de la plateforme l'identité numérique La Poste qui est le seul moyen d'identification électronique qui est qualifié au niveau substantiel par l'ANSSI, donc l'organisme en France qui délivre les certifications. Et on a également en cours de certification par l'ANSSI, puisque c'est une notion qui est arrivée l'année dernière et qui n'a pas encore donné lieu à certification, mais on est en processus de certification dite PVID. Donc le PVID, ça désigne un parcours digital dans lequel l'utilisateur va décliner son identité et où on va être en capacité, là aussi, de la vérifier comme si on passait devant un opérateur assermenté qui faisait la vérification physique. Alors le parcours que l'on présente et que l'on a travaillé avec le grade, c'est le couplage de la plateforme ID 360 avec l'appel du téléservice INSI pour obtenir une identité qualifiée à distance. Alors le principe de ce parcours, c'est vraiment de mettre en exergue la simplification ou la simplicité de l'intégration et surtout au travers d'une logique de départ qui est mobile first, c'est-à-dire que nativement on est sur des parcours qui intègrent l'interaction avec le mobile. On est sur une intégration donc, qui est simplifiée, elle se fait une fois avec l'établissement ou l'outil de parcours et le principal point fort, c'est la conformité et la sécurité, la conformité réglementaire et la sécurité qui est amenée par cette solution. Si je passe, alors on a souhaité vous montrer ou que vous puissiez visualiser ce que représente un parcours d'identification en ligne. C'est important aussi de se rendre compte que ce n'est pas un parcours ultra complexe. On a l'habitude de le faire notamment sur les applis d'identification de banque ou autres où l'on passe sur le mobile. Et ben là c'est de la même façon. Vous avez donc sur le parcours du haut une identification au travers d'un parcours PVID, donc avec une identification et au travers avec un humain ou un opérateur qui valide l'identité, donc au même titre qu'au bureau, et de la même façon la possibilité de le faire au travers d'un moyen d'identification électronique, un MIE dont a parlé Fabien tout à l'heure, et là on vous a montré un parcours au travers de l'identité numérique La Poste. Donc l'objectif est vraiment de vous illustrer en 5 écrans en 5 écrans de mobile ou en 3 au travers de l'identité numérique. On arrive sur un parcours qui est somme toute très simple pour les utilisateurs. C'est important de ne pas les perdre dans une complexité de parcours. Et de la même façon, pour l'établissement ou l'organisme, le grade qui implémente cette plateforme, là aussi, alors je ne passe pas la main à Fabien puisque c'est relativement simple. Le principe est de vous montrer à la fois le paramétrage qui se fait sur une console de paramétrage sur lequel on coche les éléments, on coche les documents que l'on souhaite vérifier. De la même façon, on peut paramétrer l'interface. Là encore, c'est particulièrement important pour ne pas perdre l'usager, le patient, qu'il ait la bonne charte graphique, la bonne interface pour qu'il soit rassuré également. Et le dernier point qui est un espace de suivi qui permet une console de statistiques, un dashboard de statistiques avec des indicateurs en temps réel sur l'utilisation de la plateforme et donc de l'identification. Je te passe la main. Alors, évidemment, quand on est dans un parcours digital, je vous disais que pour le niveau substantiel, il faut qu'on ait les mêmes garanties que si on effectue une vérification d'identité en face à face avec un opérateur physique. Donc pour ça, dans un dispositif numérique et une plateforme digitale, on est obligé évidemment
d'avoir des éléments tangibles qui permettent de garantir ça. Et donc pour ça, on a bâti une véritable solution de confiance avec un haut niveau d'exigence qui passe par des conformités, des audits divers et variés qui attestent que la plateforme est sécurisée et garantit ce niveau de confiance. Donc en particulier, on a fait des focus bien spécifiques sur la partie sécurité évidemment, donc la solution elle est conforme aux exigences de la PGSSIS. On a effectué un certain nombre d'analyses de risques, métiers, EBIOS, des audits de code, des tests d'intrusion, donc vraiment toute la partie sécurité sous l'angle système d'information. On est également très focalisé sur la partie sécurité opérationnelle. On est en particulier en cours de processus de mise en conformité à une norme de l'ETSI qui porte le charmant nom de l'EN 319-401 et qui est en fait la norme socle de tous les services de confiance numérique. Elle est extrêmement exigeante. Pour ceux qui connaissent un petit peu les référentiels qualité en termes de sécurité, c'est plus exigeant qu'une norme ISO 27001 en termes de sécurité. Donc c'est très exigeant du point de vue technique et c'est également exigeant du point de vue de la sensibilisation du personnel. Ça veut dire qu'en termes d'organisation, il faut impérativement définir les processus, les personnes habilitées à faire les contrôles d'identité et à gérer tout ça de manière extrêmement rigoureuse pour garantir effectivement qu'il n'y a pas de faille dans le dispositif. Sur la partie données personnelles, on est évidemment dans une démarche RGPD by design et by default. On a également, comme on procède à la vérification d'identité avec de la biométrie et qu'on fait du traitement de données biométriques, procédé à une analyse d'impact sur la vie privée, qui est un processus imposé par la CNIL à partir du moment où on fait du traitement biométrique. Donc là aussi, on a été particulièrement vigilant sur ces aspects-là. Et puis le dernier aspect qui nous est très cher aussi de part de notre appartenance au groupe La Poste, c'est la dimension éthique et l'inclusion. La dimension éthique, à travers tous les algorithmes qu'on utilise en termes d'intelligence artificielle pour faire des contrôles en amont, avant la vérification des opérateurs sur l'identité de la personne, où on essaye d'éviter les biais de genre, les biais ethniques, j'en passe et des meilleurs. Donc évidemment, on fait très attention à tout ça et on a défini une charte éthique au niveau du groupe qu'on respecte à travers ce qu'on a implémenté dans la solution. Et puis, on étudie également tout ce qui est solutions alternatives pour garantir l'inclusion numérique. Donc, dans les dispositifs d'enrôlement à distance et d'identification à distance, on prévoit aussi des dispositifs qui embarquent de l'humain pour pouvoir donner accès à ces services-là aussi à des personnes qui seraient en difficulté face à l'outil numérique. On a également des actions sur l'aspect RG2A, donc pour les personnes par exemple déficientes visuelles ou autres, vraiment dans une logique d'inclusion maximale sur la solution. Vous avez bien compris que là on travaille sur les parcours patients. Avec cette expérimentation avec le GRAD, mais ID 360, comme c'est une plateforme globale de vérification d'identité, elle est adaptée à d'autres usages en santé. Donc on a effectivement aussi des réflexions pour adresser l'identification des non-professionnels qui gravitent dans l'écosystème santé ou également pour les établissements professionnels de santé. On est en particulier en train de travailler sur la vérification d'identité de personnes morales, alors plutôt dans le contexte privé pour les entreprises, mais évidemment ça fait écho aussi à l'identification des établissements ou des professionnels de santé. Pour terminer cette présentation, on va vous présenter rapidement le cas d'usage. Donc nous, on est doté d'un outil de e-parcours qui s'appelle Azure Réseau en région PACA et qui est adossé à notre référentiel régional d'identité. L'idée, un professionnel de santé crée une identité dans Azure Réseau. Cette identité arrive dans notre référentiel régional qui va détecter que cette identité est à l'état provisoire. À ce moment-là, un message part vers ID 360 qui va lui solliciter le patient à travers une page patient qu'on est en train de travailler, qui est une des conditions de la réussite du projet. Le patient réalise son parcours de vérification de l'identité à distance. L'identité est validée. Ça revient à notre référentiel régional d'identité qui, lui, fait appel au téléservice INSI. Deux cas de figure, tout est cohérent. Validation et qualification automatique et on a donc une identité qualifiée sans intervention humaine.
il y a une discordance entre l'identité de la pièce d'identité et l'identité qui a été saisie par le professionnel, ou entre l'identité de la pièce d'identité et l'identité nationale de santé. À ce moment-là, ces discordances sont orientées vers notre cellule régionale d'identito-vigilance, qui est finalement, au même titre que le back-office d'un établissement de santé, le back-office de la région pour gérer la qualité de son référentiel régional d'identité. Et ces professionnels de la cellule régionale, qui sont compétents et formés en identito-vigilance, décident, je qualifie, je ne qualifie pas, j'accepte la validation ou pas, je dois contacter le professionnel, je dois contacter le patient éventuellement. Donc voilà le process qu'on a imaginé, qu'on est en cours de mise en place au niveau de la région PACA pour pouvoir avoir avec une épargne de ressources humaines, parce que c'est le nerf de la guerre, les ressources humaines, le maximum d'identités validées et qualifiées dans notre outil régional de e-parcours de façon à alimenter mon espace santé. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à tous les trois. Est-ce que dans la salle, nous avons des questions sur ce processus d'identification des usagers à distance? Bertrand? Oui. Juste, sans aucune polémique possible, par rapport à des solutions de Juve ou de Tessie, comment se positionne ID 360 ? Alors, on n'est pas sur le même principe de solution. Sur les solutions Jouve ou Tessie, c'est essentiellement le chargement de pièces d'identité dans le cadre de la préadmission. C'est-à-dire que le patient charge sa pièce d'identité, charge sa carte vitale, mais ensuite tout le processus d'identification de d'INS se fait en amont. Et on n'a pas la personne en face, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'assurer que la personne physique a été et concorde bien avec l'identité, la pièce d'identité substantielle. Donc on n'est pas du tout sur la même démarche. Là, on est dans une démarche qui doit être contrôlée au bureau des entrées et voilà, qui n'empêche pas le contrôle au bureau des entrées. Là, on est vraiment dans un processus à distance où on a la même validation et le même niveau de certification que devant un opérateur sermenté, certifié. Voilà. Juste peut-être pour compléter sur la solution technique, sur la plateforme, la vraie innovation dans la plateforme, c'est l'agrégation des moyens d'identité. Ouais. C'est-à-dire que pris unitairement, vous allez trouver des concurrents sur le marché qui vont faire tantôt de la vérification d'identité basée sur l'intelligence artificielle, tantôt intégrer un moyen d'identification. Le pari d'ID 360, c'est le 360 qui est dans le nom de la marque, c'est d'adresser la problématique sous tous les angles et de permettre à un client, à un interlocuteur, à un service métier d'intégrer la problématique dans sa globalité avec une seule solution, en une seule intégration. C'est vraiment ça l'innovation. J'ai deux questions qui se rejoignent un petit peu, très pratico-pratique pour l'usager. Je voulais savoir comment ça se passait pour lui. Alors, si j'ai bien compris, ID 360 fait un appel au téléservice. Non. Ah, bah voilà, déjà j'ai mal compris. Deuxième question. ID 360 fait un rapprochement entre la photo sur la pièce d'identité et un scan du visage de l'usager. Et du coup, là, je me demandais aussi si le rapprochement ne se fait pas. En fait, si par exemple la photo est trop ancienne et lorsque l'usager présente son visage, on n'arrive pas à rapprocher, comment ça se passe? Alors, sur la vérification en ligne, donc on est typiquement dans le cadre du parcours PVID qu'on évoquait tout à l'heure. Le parcours PVID, il est défini de manière très très rigoureuse dans un référentiel de l'ANSSI, qui s'appelle le référentiel PVID. Et dans lequel les différentes étapes de vérification sont figées et parfaitement précisées. Ces étapes, elles comprennent la capture à travers un flux vidéo qui est déclenché sur le smartphone du titre d'identité de la personne en recto verso et du porteur du titre. À l'issue de cette première étape, il va y avoir un premier niveau de contrôle automatique fait par de l'IA qui va permettre soit de dire « Ok, on peut poursuivre le processus et soumettre le dossier à un opérateur humain qui, in fine, va valider l'identité », soit il y a un problème et auquel cas, on s'arrête là.
C'est-à-dire que déjà, il y a un premier niveau de contrôle. Pour répondre à votre question sur les histoires de vieillissement des visages, etc., c'est typiquement les sujets sur lesquels on focalise nos algorithmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas typiquement sur de la reconnaissance faciale classique telle qu'on peut le lire dans la presse, etc. On a vraiment entraîné des algorithmes d'intelligence artificielle pour travailler justement sur le vieillissement du visage, sur les changements de morphologie, en disant une personne, elle peut fortement maigrir, fortement grossir, perdre ses cheveux, etc. Et donc, voilà, on a vraiment un gros focus sur le niveau de performance lié à ce cas d'usage-là, qui est bien spécifique à l'identité. Et ensuite, eh bien, effectivement, on soumet la validation à l'opérateur humain. Et c'est là qu'intervient ce qu'expliquait Manuela juste avant, c'est-à-dire soit ensuite, quand on va faire le rapprochement avec l'INS, ça match. Et si ça ne matche pas, on fait appel à la cellule d'identité-vigilance dans un deuxième temps. Mais dans le processus, comme on a un double contrôle finalement, à la fois par l'algorithme de manière automatique et ensuite une validation humaine, on a quand même un processus qui est assez sécurisé et assez fiable. Et pour répondre à votre toute première question qui était sur à quel moment l'identification est appelée, donc on récupère l'identité au travers de la plateforme de e-parcours. Ça génère l'enrôlement, enfin un appel donc au patient, donc l'enrôlement du patient au travers de cette page patient que l'on travaille avec France Asso. Et le patient rentre dans ce processus d'identification. Donc il vérifie son identité. On renvoie l'identité au serveur de rapprochement d'identité régionale qui, lui, fait l'appel au téléservice. C'est ce cheminement avec les flèches. Je vous en prie. Désolé. Manuela, est-ce que le cas d'usage du DCC est exclu du processus? Non. Il est... non, Bertrand, il n'est pas exclu. Il nécessite probablement une réflexion complémentaire du fait des spécificités de la cancérologie. C'est-à-dire, si je viens sur ce... Ah non, mince. Ouais. Voilà. Non, je ne vais pas essayer de pointer, mais en gros, dans les dossiers communicants de cancérologie, on peut tout à fait saisir un dossier de cancérologie pour faire une réunion de concertation interdisciplinaire sans que le patient soit au courant, c'est-à-dire sans que le patient ait eu sa consultation d'annonce. Donc là, il y a une réflexion complémentaire qu'on doit mener ensemble. Là, on débute, hein. C'est un sujet qui a été abordé juste la semaine dernière, la cancérologie, puisque ça faisait au départ pas partie du périmètre en PACA et ça vient de se rajouter. Il y a quelque chose de complémentaire à réfléchir en termes métiers pour que, ici, le patient ne soit pas sollicité tant que la consultation d'annonce n'a pas eu lieu. Donc, comment on va faire techniquement, j'en sais rien. Il faut qu'on échange, il faut qu'on travaille, mais c'est la spécificité de la cancérologie. C'est du workflow. Je crois qu'on a le temps pour éventuellement une dernière question, s'il y en a une. Ouais. Mais je pense que c'est l'interop et le déclencheur qui va dire à quel moment on envoie. Très bien, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous propose qu'on clôture ici cet atelier INS. Encore un grand merci Madame Fouder, Madame Vallée pour votre intervention au nom du CH d'Antibes. Merci aussi Madame Gomez, Monsieur Elie et Manuela pour cette présentation de ce cas de visage. Merci à tous.